Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron veut organiser la défense européenne. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État allemands, britanniques, italiens, polonais, espagnols, néerlandais et danois. Une réunion qui semble être une réponse directe aux propos du vice-président des États-Unis. L'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne. Nous pensons qu'il est important que dans les années à venir, l'Europe intensifie sa propre défense. Alors pourquoi ne pas faire avec la défense ce que l'on a déjà fait avec l'agriculture ou la pêche? Pourquoi ne pas mettre en commun nos ressources militaires? Une Europe de la défense? Et pourquoi pas une armée européenne? Et une fois de plus, le président américain s'est demandé ce que signifiait vraiment l'article 5 de l'OTAN, celui qui prévoit qu'en cas d'attaque contre un pays membre, les autres doivent réagir. Forcément, ça fait douter certains alliés de la solidité de son engagement dans l'Alliance. Alors parlons vrai, est-ce que la défense européenne dont on entendait parler il y a quelques instants va rester une chimère? Et à la question, OTAN, comptez-vous encore sur les Américains pour nous défendre? Vous dites non à 76%. Vous voulez réagir? Vous croyez que les Américains bougeraient encore ou pas? On attend vos avis au 0826 300 300. Pierre Lelouch, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Vous êtes l'ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, ancien ministre et ancien député spécialiste en géopolitique des conflits, auteur notamment d'Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde aux éditions Odile Jacob. Philippe Bilger. Alors, ma chère Cécile, si vous le permettez, je vais poser mes questions, mais j'ai tout le temps d'attendre les réponses. Voilà, c'est ça. Monsieur le ministre, mon cher Pierre, est-ce que, comment dirais-je, Donald Trump a-t-il perçu depuis longtemps la faiblesse structurelle de l'Europe et a-t-il eu ses positions à cause de cela? Ou bien est-il un homme qui ne peut pas se passer de créer du désordre, de la désorganisation, de la confusion dans des univers dont auparavant les États-Unis étaient les complices? Est-ce qu'au fond il y a un dessein ou est-ce qu'il y a une aberration? On va en parler dans un instant. Allez-y, Françoise. Oui, alors sur l'OTAN, d'abord, c'est pas la première fois et ça date pas de Donald Trump. Je veux dire, la question entre nos rapports avec l'Europe et les États-Unis, j'ai envie de vous dire que c'est vieux comme Lafayette. Est-ce que je vais jusque-là? Pourquoi pas? Après, dire que les Américains ont toujours couru et volé au secours, je vous rappelle quand même qu'il a fallu Pearl Harbor pour la Seconde Guerre mondiale pour que les Américains acceptent de rentrer dans la guerre, alors que... Et que l'Allemagne leur déclare la guerre au lendemain de Pearl Harbor, le 8 décembre 1941. Malgré les supplications, si vous voulez, quand même, les supplications des Alliés, malgré les supplications, comment dirais-je, des Britanniques pour être aidés. Donc, l'idée du grand frère américain qui a couru comme ça pour mourir sur les plages de Normandie, Pierre Lelouch sait très bien que c'est pas tout à fait exact non plus. Après, moi, j'entends bien tout ce qu'on dit sur l'OTAN, sur la faiblesse supposée de l'Europe. Il est évident que je dis tellement de mal de Donald Trump que je peux quand même lui donner le point, pour le moment en tout cas, sur Iran-Israël, bien sûr. Je trouve que il est fort de cela. Mais est-ce que, évidemment, est-ce que les Européens peuvent se passer des Américains? La réponse est non. Est-ce que les Américains peuvent se passer des Européens dans l'autre sens? La réponse est non également. Jean-Christophe Couvi. Alors moi, j'aime bien cette phrase si vis pacem para bellum. Voilà, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est toute la distinction entre être pacifique et pacifiste. Voilà, donc il faut être pacifique, mais en même temps, on n'est pas des lapins de 3 semaines. Et quelque part, le fait que Trump soit passé depuis le temps, je le dis d'ailleurs dans cette émission, ça nous a fait prendre conscience aussi en Europe. Ça nous a réveillés, parce que je crois qu'on s'est endormi pendant de nombreuses années. Et moi, et au contraire, on va peut-être avoir notre destin entre les mains. Il va falloir travailler là-dedans. Et j'ai la vision gaulliste de se dire qu'en fait, on est respecté quand on est une armée forte et une monnaie forte. Et en fait, et des ministères régaliens forts. Or, aujourd'hui, je trouve qu'on est très fragile partout. Pierre Lelouch, il y a 51 ans, un secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, disait « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» On parlait de la défense européenne. Vous avez le numéro de téléphone de l'Europe à donner sur Sud Radio? Toujours pas, et vous le savez bien. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai passé une partie de l'après-midi en éclatant de rire la moitié du temps, mais c'était un rire triste en même temps. Je vais vous dire pourquoi. En écoutant la conférence de presse triomphatrice du président Trump devant toute la presse internationale à La Haye, c'était incroyable. Ce sommet a été incroyable. Bon, il a été taillé sur mesure
aux humeurs du président américain. Il a duré que 3 heures. Zelensky, naturellement, n'était pas invité. Il l'a vu, mais pas de photo. Le communiqué tient en 5 paragraphes. Et Trump a littéralement imposé ce qu'il voulait avec une flagornerie, une montagne de flatterie que j'ai jamais vue. Ah oui, ça, vraiment, c'était honteux. Hein, Mark Rutte, honnêtement. Pardon. Les messages de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, appellent Trump papa. On en est là. Donc on s'est littéralement liquéfié devant le grand protecteur, le vainqueur triomphant de la guerre en Iran, le faiseur de paix. Il a rappelé qu'il avait fait la paix entre l'Inde et le Pakistan, entre le Congo et le Rwanda, depuis son arrivée, là, qu'il avait fait la paix en Serbie et que maintenant il venait de régler l'Iran. Et donc c'était le sauveur, c'est le shérif. Le shérif arrive, et donc je réponds aussi à la question de Philippe Bilger, qu'est-ce que ça signifie ? C'est le retour à l'Amérique telle qu'elle était avant 1917. Hein. C'est-à-dire d'une Amérique qui d'abord regarde ses propres intérêts, qui est d'abord une société marchande, qui utilise la guerre à la façon de Trump, c'est-à-dire chirurgicale et le plus court possible. On va tuer Soleimani, par exemple, il l'a fait dans son précédent mandat. Il n'est pas pour la guerre, il se voit lui en faiseur de paix et candidat au prix Nobel. Il méprise tous ceux qui contestent ça, et il n'a pas d'affect particulier pour les Européens. Dans la mesure où il paye, il veut bien être là, mais s'il ne paye pas, d'abord il les insulte, et ensuite il ne les soutiendra pas. Il n'y en a qu'un qui a refusé de payer. Là, vous savez que la grande idée de ce sommet, c'était les 2-5, 5 pour 5. Confirmer l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire la garantie américaine, en échange de l'augmentation à 5% des crédits de défense de la part des Européens, que Trump considère comme des voleurs, puisque ça fait 40, 50 ans, 70 ans qu'ils exploitent l'Europe en se faisant protéger gratuitement. Donc là, théoriquement, on a dit 5%, ce qu'on ne tiendra pas. D'ailleurs, il n'y a aucun pays européen qui ira à 5%. Tout ça, c'est du bidon, mais il avait besoin d'afficher ce chiffre-là, magique, 5%. Il y a 2 pays qui vont vraiment réarmer, la Pologne, avec l'aide de notre argent européen, et puis les Allemands, qui ont énormément de ressources. Eux, ils vont monter à 3,5, 4% du PIB en matière de défense. Les autres, non, surtout pas nous, parce qu'on n'a plus un rond, et qu'on est même en train de faire des économies sur les programmes supposément lancés. Donc, à la question, est-ce qu'on est capable de remplacer l'OTAN ? Non. Est-ce que les Américains sont sérieusement engagés en OTAN ? Tant qu'on paye, peut-être, et tant que c'est leur intérêt. Est-ce qu'il faut d'urgence reprendre notre destin en main ? Absolument. Est-ce que les gens qui sont actuellement au pouvoir sont capables de le faire ? La réponse est non, sauf peut-être en Allemagne. Reprendre en main, vous dites la France ou la France en Europe, en fait, reprendre la main ? L'Europe ? Non, reprendre la main d'abord en France. Ces histoires de défense européenne, j'ai beaucoup travaillé dessus depuis au moins 5 décennies, écrit des livres, etc. La dernière chose à faire, c'est de penser que Madame von der Leyen sera la patronne d'une Europe de la défense. C'est une catastrophe parce que, d'abord, elle est élue par personne et qu'elle ne peut faire tuer personne. Donc il faut que cette union de défense européenne soit celle des pays qui sont capables d'avoir une véritable armée et de prendre en main leur destin. Et c'est qui ? C'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, j'espère l'Italie. Et ces 5-là, si ces 5-là font un effort budgétaire conséquent et coordonné et se donnent comme priorité d'acheter des armes européennes et non pas des armes américaines, alors d'ici 5 ans, 10 ans, vous aurez une Europe extrêmement puissante. Parce que tout ça représente beaucoup d'argent et beaucoup de talent. Simplement, on ne procède pas comme ça. Et chacun va à son chemin. Regardez, je vais prendre un exemple. Ça va être trop long, mais un exemple très important. Qu'est-ce que nous montre la guerre entre Israël et l'Iran ? C'est devenu une guerre de missiles et de capacité de défense antiaérienne, ce que l'on voit aussi en Ukraine. Il est urgent que l'Europe ait une défense antiaérienne. Elle n'en a pas. Nous sommes complètement à poil en matière de défense antimissile. Qu'est-ce qu'on va faire en matière de défense antimissile ? Vous avez un programme franco-italien d'un côté avec un système qui s'appelle Aster Mamba, qui marche bien d'ailleurs, mais qu'on a acheté à 1 unité pour l'instant. On a commandé 5 ou 6, mais pour l'instant il y a 1 unité. Et puis vous avez un programme allemand qui lui a fédéré 20 autres pays et qui se base sur de la technologie américaine, israélienne et allemande. Donc même sur la défense antiaérienne de l'Europe, on est incapable d'avoir une défense.
Mais même sur les drones, monsieur le ministre, Rheinmetall a passé un accord avec Anduril, un fabricant américain, pour faire des drones, mais sans même demander l'avis aux Français, alors qu'on a quand même un certain savoir-faire. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas mauvais dedans. Ils nous ont même pas demandé notre avis. Pierre Lelouch. Et alors même que Rheinmetall nous taille des croupières en même temps sur les programmes d'armement supposément communs, le char du futur entre une autre entreprise allemande et Nexter. Pierre Lelouch, moi j'avais le sentiment, pardon, je prends la parole parce que j'avais vraiment le sentiment, après l'Ukraine, qu'il y avait cette volonté. Tout le monde sait très bien que la défense européenne, on pouvait se grouper, en réalité, grouper, faire des achats groupés, réserver les offres de marché, relancer la production d'armes sur le territoire. J'ai l'impression que c'est monté très haut pendant des semaines et des semaines, et qu'au fond, le soufflet est retombé. Le soufflet, voilà, merci Cécile. Le soufflet est totalement retombé. Madame, malheureusement, le soufflet n'a jamais été là. Dans le livre que Madame de Villiers a eu gentiment présenté tout à l'heure, j'explique que cette guerre dure depuis presque 4 ans, 3 ans et demi, et les dépenses militaires n'ont pas augmenté. Nulle part. On a beaucoup parlé de réarmement de l'Europe, mais si vous regardez concrètement le nombre d'avions, de chars, de blindés qui ont été achetés, de nouveaux blindés, de choses il n'y a pas. Et on est toujours dans cette situation où les politiques parlent, mais la situation économique est telle, je vous dis, sauf en Allemagne ou en Hollande, dans les autres pays, malheureusement, je ne fais pas de mauvais procès à M. Le Cornu, il fait ce qu'il peut. Mais notre budget de défense est tout à fait insuffisant. Malgré quelques augmentations, on devrait avoir un budget. Pour réarmer, il faudrait passer à 100 milliards d'euros par an et par pays. Et là, vous aurez quelque chose qui ressemblera à quelque chose face aux menaces russes ou autres de l'avenir. On a des trous béants en matière notamment de défense antiaérienne, de missiles. Un jour ou l'autre, nous aurons des missiles balistiques de 500 à 2000 km de portée de l'autre côté de la Méditerranée. Et on fera quoi ? En clair, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Merci beaucoup Pierre Lelouch, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, ancien ministre et ancien député, spécialiste donc de géopolitique, vous l'avez entendu, et auteur de ce livre d'engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, que je vous conseille bien entendu aux éditions Édile Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, monsieur le ministre. Et puis Philippe Bilger, merci beaucoup. Françoise Degois, merci beaucoup. Vous aussi, Jean-Christophe Couvi. Vous restez avec nous dans un instant. Avec Philippe David, on va parler d'un autre sujet qui est totalement loin de ça. On va vous parler de la ménopause et de l'andropause. Et du vieillissement, de l'andropause, la ménopause, la conséquence des hormones notamment sur le corps et également sur le cœur. Et on aura avec nous les docteurs Michel Mouly, Carole Burté, gynécologue, andrologue, et Pierre Sedbon, cardiologue. Et sur la sexualité aussi, vous allez voir. Allez, Philippe Bilger de rester.